Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission portant sur la sécurité dans les établissements de santé. Plus proprement dit, de la sécurité des professionnels de santé à la cyber. Comment mieux protéger? Vous l'avez compris, nous allons parler de la sécurité au sens global du terme. Près de 20 000 signalements de violence à l'encontre des personnels hospitaliers enregistrés par an. C'est un chiffre énorme face à la violence et face à la hausse de ces violences. Un plan national pour la sécurité des professionnels a été présenté, rappelez-vous, fin septembre 2023 par le gouvernement. Nous en parlions sur News Sécurité il y a quasiment un an, c'était au mois d'octobre 2023, lors d'une première émission sur ce thème. Depuis lors, une proposition de loi avait été déposée le 23 janvier 2024, notamment par le député Philippe Pradal. Le gouvernement a alors engagé une procédure accélérée sur ce texte le 8 mars 2024. Le 14 mars, l'Assemblée nationale, à l'époque, avait adopté en première lecture, avec modification, cette proposition de loi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Cette proposition de loi comporte-t-elle bien les mesures réclamées par les intéressés? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Grégoire Doré, bonjour. Bonsoir Virginie. Alors Grégoire, vous êtes directeur de la sécurité générale, délégué défense sécurité à l'AP-HP. Damien Choutet, bonjour. Bonjour Virginie. Damien, vous êtes directeur groupe de la sûreté, de l'éthique et des crises chez Clariane. Et puis nous avons également Jean-Philippe Cabanette. Bonjour Jean-Philippe. Bonsoir à tous. Alors je rappelle Jean-Philippe que vous êtes directeur sécurité, sûreté, délégué défense et sécurité au centre hospitalier universitaire de Lille, d'où vous êtes présent ce soir et vous allez intervenir de Lille. Voilà, c'est ce qui explique notre éloignement, tout à fait. Voilà, et je vais présenter nos autres invités, puisque comme je le disais, on va parler de la sécurité globale au sens du terme, et nous allons parler au niveau de la sécurité numérique du programme CARE pour les établissements de santé. Nous allons revenir sur l'arrêté du 18 mars 2024, justement, relatif au programme de financement destiné à renforcer la sécurité numérique des établissements de santé. Et pour ce faire, nous avons Thomas Aubin. Bonjour Thomas. Bonjour Virginie et bonsoir à tous. Et Thomas, vous êtes donc responsable de la sécurité du système d'information, RSSI, au CHU de Lille. Tout à fait. Nous allons tout au long de ce débat parler technologie, accompagnement sur le plan technologie, dispositif, et pour ce faire, nous avons Rémi Deutschler. Bonjour Rémi. Bonjour Virginie. Et donc vous êtes directeur EMEA pour Milestone System. C'est ça. Bien, alors je le disais en préambule, voilà, je résumais un petit peu, il y aurait beaucoup à dire, mais sur l'actualité prégnante, alors avec le changement politique de gouvernement, justement, tout va être rebattu et on l'espère, je pense, et mes invités aujourd'hui l'espèrent encore plus fortement que moi, que les choses vont s'accélérer d'ici quelques mois. Et pour démarrer, Grégoire, peut-être revenir justement, je parlais de ce programme et après de la proposition de loi qui est arrivée. Alors un programme avec 42 mesures, je le répète, oui. Je le rappelle, et puis qui s'est décliné en une proposition de loi quelque part. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce qui a été annoncé dans cette proposition ? Alors, il y a deux choses. Il y a le plan de 42 mesures qui vise à la sécurité des professionnels de santé. Et puis, il y a toute cette partie législative, c'est-à-dire qu'on doit modifier la loi pour concrétiser une partie de ces mesures, de ces 42 mesures. Et donc, c'est cette proposition de loi. Donc, la proposition de loi ne reprend pas l'essentiel des 42 mesures, forcément, puisque ces 42 mesures,
il y a une partie de bonnes pratiques, en fait, et qui était déjà pratiquée dans certains centres CHU ou même à la PHP, comme notamment l'accompagnement des soignants victimes ou des agents même hospitaliers victimes par les personnels de l'administration hospitalière. Et puis, il y a toute cette partie législative qui impose de modifier la loi, notamment, par exemple, sur les peines encourues quand il y a des vols qui se passent à l'hôpital. Et ça, c'est la proposition de loi qui concrétise. Très bien, merci. Alors, effectivement, vous avez dit quelque chose d'intéressant, Grégoire, c'est que, en fait, effectivement, il y a eu ce plan. D'ailleurs, vous avez été pour la plupart audité lorsqu'il y a eu ce plan ou avant la rédaction de ce plan, du moins de ce rapport, le fameux rapport qui a initié ce plan. Et puis il y a cette proposition de loi sur le caractère législatif qui va se décliner et sur le plan juridique notamment. Et par contre, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est que finalement, heureusement, il y avait des choses qui avaient été mises en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu ceci pour les mettre en place. Et c'est quelque chose que vous avez, en préparant l'émission, également bien évoqué, Jean-Philippe. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point, justement, en disant, voilà, dans les grands CHU, il y a beaucoup de choses déjà, dans ce qui a été décrit, beaucoup de choses qui étaient mises en place. Tout à fait, Virginie, et ça, c'est un sujet qui est également repris dans les conventions hôpital, justice et intérieur. Qui sont pour lesquels les différentes agences régionales de santé encouragent très fortement les établissements à conventionner avec leurs différents représentants locaux. En fonction après des situations, il est important de définir un certain nombre de mesures qui peuvent être, par exemple, l'accompagnement du personnel de santé au commissariat de police. Par exemple, la mise en place de procédures accélérées de prise de rendez-vous. Voilà, ce sont ces ensembles de mesures qui sont négociées et conventionnées avec, en fonction des implantations de ces établissements, le groupement de gendarmerie, la DDSP et le procureur, voilà, qui doivent être bien cadrés et bien spécifiés. Mais on voit que là, on passe très rapidement du niveau central et au niveau stratégique, au niveau extrêmement opérationnel et au niveau local. Très bien, merci beaucoup. Alors au niveau, effectivement, donc voilà, passer du milieu stratégique au milieu local, enfin à l'environnement local. Vous le disiez également, peut-être aussi une différence au niveau des types d'établissements de soins. On peut remarquer une certaine hétérogénéité. Ah mais l'hétérogénéité de manière générale du monde de la santé, elle est très grande. Alors, il ne s'agit pas de les opposer, mais on voit bien qu'il y a différents milieux qui n'ont pas les mêmes préoccupations. Et je suis persuadé que dans la suite des discussions, par exemple, Damien voudra revenir dessus, mais il y a les centres hospitaliers qui ont leur propre organisation et leurs propres objectifs. Il y a la médecine de ville qui va avoir des préoccupations qui seront radicalement différentes. On voit bien qu'on ne pourra pas traiter de la même manière un centre hospitalier avec plus de 10 000 personnes à l'intérieur, des milliers de consultants tous les jours, avec un médecin de ville qui est seul dans son cabinet. On voit que les moyens qui seront mis à leur disposition ne seront absolument pas les mêmes. Le monde de la santé, c'est également le monde des EHPAD. Et puis c'est enfin le monde psychiatrique qui a évidemment un rapport différent à la violence, puisque les patients peuvent présenter des pathologies particulières et qu'on ne peut pas mettre fin à une action de violence dans ces établissements comme on pourrait le faire ailleurs. Alors effectivement, on reviendra sur ce point. Je crois que Damien aura à parler de ce sujet tout à l'heure. Très rapidement, Jean-Philippe,
Grégoire a parlé de la partie législative en cours. Vous disiez que finalement vous étiez assez éloigné de ceci aujourd'hui. Pas forcément beaucoup de retours, pas forcément. On en est éloigné géographiquement, preuve ce qui est prouvé par le fait qu'on est en visio, mais en revanche, c'est des préoccupations auxquelles nous, on est évidemment très attentifs, puisque l'ensemble, enfin souhaitons-le, tout le dispositif qui sera mis en place, voilà, nous l'espérons tous, contribuera à augmenter la protection et donc, par voie de conséquence, la sécurité des personnels de santé. Ouais. Grégoire, je me retourne vers vous parce que vous l'avez évoqué un petit peu, hein, la différence entre effectivement, je reviens à ce rapport, ce plan et après la partie législative. Est-ce que à un moment donné, on ne se sent pas, on est auditionné, on est contacté, puis à un moment donné, quand ce travail législatif se fait, quel est votre regard, vous, en tant que professionnel, de se dire finalement, on attend de voir venir, on ne sait pas ce que ça va donner? Alors, très honnêtement, on n'attend pas de voir venir. Et on a cette chance à la PHP. Alors, je parle de la PHP, c'est ma maison. Et effectivement, on n'est pas très représentatif finalement de l'ensemble des autres hôpitaux. Bien sûr. Mais on a cette chance de pouvoir expérimenter un certain nombre de mesures. Et notamment, notre directeur général, là, a contacté les procureurs de Paris et Petite Couronne pour que dans leur politique pénale, ils inscrivent le fait qu'on puisse déposer plainte systématiquement aux côtés de l'agent qui serait victime d'une agression ou de violence. Donc, sur le terrain, on continue à avancer finalement. On continue à avancer, c'est-à-dire qu'il n'est plus simplement victime, c'est que la PHP se considère également comme victime pénale, au sens pénal. C'est plus c'est pas de la constitution de partie civile. Et ça, c'est très important. Et ça conditionne aussi justement la proposition de loi qui, il y a 3 articles, hein, et donc il y a un des articles qui dit que la direction, l'administration hospitalière peut déposer plainte, pourra déposer plainte en lieu et place de l'agent. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Pourquoi ? Parce que là, on voit très bien que le nombre de plaintes qui sont déposées par les agents hospitaliers victimes, les soignants victimes, est très faible au regard des faits enregistrés. Effectivement, et on va y revenir, et je vais poser une question à Damien par rapport à ceci, parce qu'effectivement, il l'a évoqué en préparant l'émission. Juste une dernière petite question avant de laisser la parole à Damien sur ce point. Vous disiez qu'il faut remettre la culture sécurité à l'hôpital. Oui. C'est-à-dire ? Il faut que chacun se sente concerné. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'hôpital, les agents sont alors, ils sont dans leur cœur de métier, et donc l'administration prend en compte le fait de les porter parfois. Hein. Mais la sécurité, c'est pas considérer que c'est l'affaire des autres. Hein. Ouais. C'est aussi l'affaire de soi-même. Il faut considérer que je ne laisse pas une porte ouverte parce que ça peut laisser de la place à quelqu'un qui pourrait venir avec des actes malveillants. Donc là, c'est remettre ce sujet-là au cœur de la culture hospitalière, c'est très important. C'est pas l'affaire des autres. C'est chacun son affaire. Merci beaucoup. Alors Damien, justement... Si je peux me permettre d'apporter un élément, effectivement, moi je vais totalement abonder dans le sens de ce que vient de dire Grégoire. Je crois qu'il y a également un sujet de société. Alors c'est un peu une tarte à la crème, mais pendant très longtemps, le milieu hospitalier se considérait sanctuarisé parce qu'il l'était. Voilà. Et puis on constate au fur et à mesure des différents rapports de l'ONVS, qui est l'Observatoire national des violences en santé, et le chiffre que tu évoquais est assez révélateur, que les sujets de violence augmentent année après année. Voilà, ça c'était une première incise. La seconde, c'est que si le monde de la santé se sentait concerné par des problèmes de sécurité, c'était beaucoup sur des problèmes de sécurité incendie ou technologiques avec les différents produits qui peuvent être employés, que ce soit du formol, des gaz, voire certaines sources radioactives, qui finalement sont des sujets
qui sont depuis des années encadrés avec des dispositifs et des officines gouvernementales de plus en plus présentes et des audits qui se multiplient. Voilà, la sécurité incendie qui demeure dans l'esprit du personnel de santé comme un sujet majeur, je pense, ne l'est plus. Et on voit bien qu'on a une bascule de ce centre de gravité, de l'incendie, vers la malveillance et les faits de violence de manière générale. La sûreté, en fait, et Tout à effectivement, et on verra justement l'accompagnement technologique d'un point de vue sûreté juste après avec Rémi. Je me permets juste, Jean-Philippe, parce que j'aurais aimé que Damien, justement, et ça va venir compléter exactement ce que vous étiez en train de dire. Damien, vous nous avez dit tout à l'heure qu'au moment du Covid, la France redécouvrait le personnel soignant. D'une part, et d'autre part, vous avez rappelé le drame qui est arrivé à Reims en 2023 avec Karen Mézineau, tuée. Malheureusement, il y a d'autres actes de violence qui se sont succédés. Les personnes, et c'est ce qu'exprimait très bien Jean-Philippe, les agents, le personnel soignant, il est là pour sauver, il est là pour aider. Et finalement, quelque part, ça ne leur venait pas à l'idée de spécifier ou d'aller déposer plainte pour être RSI. C'est inconcevable. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point ? Merci Virginie. Je crois que vous avez raison de rappeler que si tout le monde a un sentiment d'estime et de sympathie pour le personnel soignant, parce que toute personne qui est confrontée dans sa vie à un moment difficile sait l'importance du personnel de santé. Mais avec le Covid, je dirais que l'ensemble de la nation a fait l'expérience au même moment de cette fragilité. Et donc tout le monde au même moment a ressenti l'importance de nos personnels soignants. Et donc, il y a eu cette manifestation de soutien extraordinaire. On se souvient tous des bruits de casseroles à 20h tous les soirs, qui était absolument merveilleuse. Et ça, je crois que c'est resté un certain temps dans l'esprit des Français. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu ce drame terrible à Reims en 2023, le contraste était assez douloureux. Et moi, je me réjouis que ce plan de sécurité présenté par le gouvernement, et puis cette proposition de loi portée par l'Assemblée, soit d'abord une reconnaissance, un prolongement de cette reconnaissance, d'abord du gouvernement, puis de la représentation nationale, pour ce métier et pour la difficulté dans lequel on peut être amené à l'exercer aujourd'hui. Et c'est vrai que si le plan s'appelle plan de sécurité, comme vous l'avez dit, on s'oriente bien vers la sûreté, puisqu'il est surtout question de violence. Alors, si on se réjouit de cette marque d'attention, de cette marque de soutien, je me réjouis aussi que, à la fois le plan et la proposition de loi considère l'ensemble de la communauté du personnel de santé. Comme on l'a dit, il y a une vraie diversité et ce plan et cette proposition de loi ne fait pas de discrimination entre les différentes catégories. Je crois que c'est important pour que ce monde-là se reconnaisse et qu'on ait su surmonter des classifications et des spécifications. Donc moi, je me réjouis de ça. Je me réjouis aussi de dire qu'il y a une intention de vouloir prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Et c'est vrai que le soignant, sa vie, son métier, sa vocation souvent, est portée vers l'autre. Et quand on est porté vers l'autre, l'autre peut être en souffrance, l'autre bien souvent en psychiatrie, l'autre en EHPAD parfois, où les troubles cognitifs viennent perturber un peu la fin de la vie, l'autre peut avoir des comportements agressifs et violents. Et il y avait une acceptation chez le personnel de santé pendant très longtemps que ils étaient là aussi pour encaisser cette violence. Et on ne peut pas en vouloir à celui à qui on veut porter soin de cette violence qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas, dont il n'est parfois pas conscient. Et je crois que mettre l'accent aujourd'hui sur ces sujets, mettre des noms, mettre des procédures, des démarches, c'est aussi pour faire la distinction entre... on n'est pas là pour stigmatiser des gens qui expriment une agressivité plus ou moins consciemment, plus ou moins dure. Notamment ceux qui ont des troubles aussi ceux qui ont des troubles ou des gens qui ont des difficultés et qui peuvent exprimer leur désarroi ou leur colère aussi de façon violente ou inadaptée, et qui seraient des auteurs. Donc le but n'est pas de stigmatiser ces gens-là, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas stigmatiser ces comportements qu'il ne faut pas reconnaître la position de victime. Et dire à quelqu'un ce qui vous arrive n'est pas normal. Et on ne peut pas accepter que dans votre métier, vous subissiez ça. Je crois que c'est un message extrêmement important.
C'est pas pour autant qu'on va en vouloir à la personne qui a commis un acte, pas forcément, dès lors qu'il n'y a pas d'intention, et ce qui est le cas dans beaucoup de situations, mais dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de responsabilité qu'on va rechercher, dans certains cas, que votre état de victime n'existe pas. Et je crois que ce cheminement-là, il est important pour aider les gens à bien comprendre, en fait, la place qu'ils ont et la place qu'on leur reconnaît surtout. Et ce sujet de la considération et de la reconnaissance, il me paraît capital. Voilà. Donc je crois qu'il y a vraiment cette mise en perspective qui accompagne notre communauté soignante, qui fait un travail remarquable. Et tout ça est porteuse de messages. Et nous, on essaye de les exprimer, de les accompagner, parce que si on essaie de prendre soin des soignants, il faut aussi que les soignants prennent soin d'eux. Et c'est vrai, Jean-Philippe a raison, il faut que tout le monde participe à cette sécurité, mais une sécurité bien comprise, une sécurité partagée, apaisée, où on est justement pas dans le conflit, pas dans l'agression, mais simplement dans la recherche de la reconnaissance de ce que vivent les gens et des difficultés qu'ils vivent. Alors c'est très beau ce que vous dites, Damien. Je pense que tout le monde ne peut qu'acquiescer ce que vous énoncez là. Chez Clariane, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment cela se traduit? Alors d'abord, il y a une curiosité, je vais dire, chez Clariane, c'est que, comme vous l'avez dit justement en introduction, la direction de la sûreté porte aussi l'animation de l'éthique et la gestion de crise. Et donc, puis il y a des risques opérationnels, mais tout ça. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas un regard avec un prisme qui est trop resserré. Ouais. Et donc, on a une considération assez globale des situations et des phénomènes. Et c'est ce que j'ai apprécié dans le projet que ce groupe m'a proposé, c'est justement de dépasser une approche un peu trop, je dirais, professionnelle au sens strict de la sûreté, comme on peut le connaître dans d'autres environnements où c'est complètement justifié, pour dire que dans le domaine de la santé, il y a une dimension humaine, donc une dimension complexe, qui dépasse les approches un peu trop resserrées. Et moi, je suis heureux de pouvoir porter cela, avoir toujours le regard de la solution de la sûreté, donc ça passe par des équipements pour améliorer la détection, la prévention, que ce soit des sujets de menaces internes ou externes ou autres, ça, tous les professionnels de la sûreté se reconnaîtront là-dedans, mais aussi pour travailler sur les comportements, sur l'éthique, c'est-à-dire à la fois le comportement de nos propres personnels, qui peuvent avoir des réactions parfois sous le coup de la colère, de la fatigue, un peu décalées, ou aussi des personnes qui viennent chez nous pour leur dire « mais votre comportement n'est pas acceptable ». Ça, c'est tout ce qu'on va accompagner dans la démarche éthique, le positionnement, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'explication. Et puis, sur la partie gestion de crise, qui n'est pas là pour stigmatiser des solutions extrêmes, mais simplement détecter des situations de conflictualité, des situations de tension, et dès le début, apporter des outils pour ramener de la distance, de la sérénité, et se recentrer sur l'essentiel, c'est l'acte de soin. Acte de soin qui est compliqué, avec des gens qui parfois n'adhèrent pas aux traitements qui sont nécessaires, ou parfois des familles qui sont déchirées sur les décisions à prendre. On voit très souvent des avis divergents dans une fratrie vis-à-vis des parents qui sont établissements. Et bien à chaque fois, c'est se dire, avant d'en arriver à l'agressivité et à la violence, essayons d'amener du recul, de la sérénité, de se recentrer sur le soin. Alors c'est très important ce que vous dites, et effectivement Damien, sérénité c'est essentiel pour ceci de l'anticipation qui nécessite beaucoup de choses, beaucoup de process, de la sensibilisation, de la formation, on va en parler. Vous avez parlé aussi des équipements en termes de sûreté. Finalement c'est un tout, c'est global, on a besoin des équipements, on a besoin aussi de travailler avec les équipes, de leur faire comprendre qu'il faut aussi qu'elles puissent le dire, hein. On le voit bien, et qu'elles apprennent à reconnaître que des actes ne sont pas normaux, qu'elles le signalent. Et puis tout ce qui est partenariat, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, Jean-Philippe, hein, avec la DDSP ou autre. On parlait de formation. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez parler très rapidement de ce que vous avez mis en matière de formation, parce que c'est intéressant, là encore, vous faites bien le distinguo entre 2 types de formation, la formation pour les agents de sécurité, mais la formation pour le personnel hospitalier. Tout à fait, oui. De manière générale, et on le sait tous, hein, c'est une évidence, la meilleure façon de protéger nos personnels, c'est d'éviter que les situations conflictuelles
interviennent. Et donc pour ça, en complément de tous les dispositifs et tous les moyens, je pense sincèrement que la formation, c'est une clé dans ce domaine. Alors, la formation qui a été mise en place au CHU Lille est un dispositif un peu original qui intervient en complément des formations classiques que tous les gens du monde de la santé connaissent, qui de manière générale sont des formations dites de gestion de la violence. Nous avons pris le parti de faire ça en très étroite coopération entre la direction de la sécurité et les services concernés, qui est l'issue d'un dialogue que nous mettons en place, qui se traduit également par des rencontres régulières avec les services et la direction de la sécurité. Nous dépêchons à intervalles réguliers au sein même des services, généralement durant le temps de pause, des agents de sécurité qui font une formation et des rappels extrêmement terre à terre, extrêmement opérationnels, sur un format d'une demi-heure, sur des rappels très simples de sécurité incendie, parce qu'il ne faut quand même pas le perdre de vue, mais également sur des aspects de sûreté, qu'il faut encore, voilà, il n'y a pas de grande ambition, mais qui sont très terre à terre et très concrets. Quel numéro faut-il composer pour obtenir le poste de sécurité? Quels sont les éléments que je dois garder à l'esprit quand quelqu'un a fait preuve de violence et s'est enfui? Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous portons au sein des services pour faire la formation du personnel hospitalier. Merci Jean-Philippe. Grégoire, quand on a parlé formation tout à l'heure, vous avez dit oui, c'est très important. Et puis vous avez dit tout ce qui est attaque terreau aussi, il y a une formation qui est importante. Vous avez parlé confinement. Chez vous, on se confine. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que les consignes gouvernementales sur les attaques terroristes, effectivement, il y a je fuis, je me cache, et puis j'alerte, enfin voilà. Donc, sauf qu'à l'hôpital, ce dispositif-là, il n'est pas toujours... c'est-à-dire qu'il est difficile de fuir quand on ne sait pas où se trouvent les terroristes, on ne sait pas combien ils sont. On est dans un hôpital qui représente quasiment une ville pavillonnaire, donc avec plusieurs bâtiments. On ne sait pas où le phénomène se passe. Donc on a fait le choix, en tout cas nous, à la PHP, de dire, écoutez, c'est très simple, hein, vous vous cacherez, vous vous confinerez et vous le ferez avec vos patients. Parce que le sujet est venu aussi de dire, mais oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des patients dans ces cas-là, si on doit fuir? Donc voilà, donc on a fait ce choix-là et on a diffusé sachant que les d'ailleurs... patients, parfois, c'est difficile de les faire fuir aussi. Alors, il y a des patients qui sont pas valides, donc effectivement, c'était pas possible. Donc, on a fait ce choix-là et on a diffusé les instructions, notamment avant les Jeux Olympiques, hein, où il fallait mieux prévenir sur ce Alors type de justement, situation. vous parlez Jeux Olympiques, on va y venir, hein, vous parlez confinement, vous avez travaillé forcément au niveau de la PHP beaucoup sur cette anticipation. Comment on va gérer si malheureusement, alors on a de la chance, hein, on a de la chance, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, mais en tout cas, vous avez anticipé. Pouvez-vous nous donner quelques éléments? Alors, il y a eu tout un travail qui a été réalisé par les différents directeurs et responsables sécurité de la PHP hein, dans leurs sites respectifs. Prioritairement, il fallait mettre à jour les plans de sécurisation d'établissement. Parce que, effectivement, quand on parle de sécurité incendie, tout est normé, il y a des règles très strictes juridiques. Mais quand on parle de sûreté, c'est un peu moins normé, mais il existe quand même ces plans de sécurisation d'établissement, donc une directive qui a été établie en 2017 justement, et qui prévoit un certain nombre de mesures à prendre, de mesures préventives, de mesures d'anticipation, de contact à avoir avec les forces de l'ordre. Et tout ça, alors les accès, etc., quels sont les accès à fermer en priorité, enfin tout un plan de mesures. Et donc tous ces plans de sécurisation d'établissement ont été mis à jour pour les Jeux Olympiques. Ce qui était un vaste travail, mais qui va permettre, à court, moyen et long terme, effectivement, normalement, de mieux sécuriser et mieux anticiper, surtout. Oui, alors tout à fait, bien sûr. Et puis, Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure, on a ces conventions police, santé, justice.
Celle de la PHP date de 2014. Il s'est passé quand même du temps. Et puis il s'est passé des choses entre-temps, hein, d'ailleurs, depuis 2014. Donc là, il y a tout à remettre à jour. Donc il y a tout ce partenariat à établir. Et puis, bien sûr, il y a tout un travail sur la formation, la connaissance de chaque agent sur ces mesures-là, qui est menée et qui a d'ailleurs, on a redoublé justement sur ces formations pour que tout le monde soit bien formé, voilà, ou bien informé, c'est surtout ça. Merci Grégoire. Rémi, alors Rémi, vous avez écouté religieusement nos trois invités qui parlaient de leur métier. Oui. Alors vous les accompagnez, ces personnes au quotidien, ces directeurs, responsables, sécurité, sûreté dans les établissements de santé. On a parlé sécurité incendie, on a parlé sûreté. Alors sûreté, ça vous parle forcément. Oui, comment vous accompagnez? Qu'est-ce que vous apportez au quotidien? Alors, ce qui est intéressant dans le métier de la santé, on travaille avec différents secteurs d'activité. Et là, ce qu'on voit, ça fait partie de l'un des rares métiers où on parle beaucoup plus de sécuriser l'humain plutôt que les biens. Exactement. On est plus porté sur les professionnels plutôt que sur le mobilier. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'autant il y a quelques années en arrière, on avait de la vidéosurveillance pour faire acte de dissuasion. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ce que demandent les professionnels de santé, souvent, c'est que ce soit efficace. Et c'est ce que peut apporter la technologie, c'est-à-dire apporter de l'efficacité par rapport aux opérateurs, par rapport au niveau d'intervention et de rapidité dans lequel on peut intervenir. Et puis on parle de lien aussi aujourd'hui avec les forces de police. On va aller plus vite au niveau d'un procès, d'un jugement, mais aussi il faut qu'on soit, nous, au niveau de la technologie, en mesure de fournir un certain nombre de preuves de façon sécurisée, simple et rapide. Ça, c'est quelque chose qu'on vous demande quand vous allez voir et que vous conseillez des responsables, des directeurs sûreté. On vous demande d'avoir à la fois cette rapidité, on comprend, mais aussi des preuves fiables, rapides et j'imagine qu'on puisse utiliser donc, avec une technologie aujourd'hui qui le permet. Exactement, et qui soit conforme à un procès verbal. Ouais. C'est extrêmement important. Et est-ce que du coup, alors ça on le comprend bien, hein, vous allez apporter, vous allez accompagner pour apporter cette preuve, pour sécuriser et pour apporter cette sérénité quelque part. Est-ce que vous allez même, est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, après je poserai la question aussi aux professionnels qui sont là, d'anticiper. Est-ce que vous finalement, vous êtes dans l'accompagnement de l'anticipation? Alors, souvent quand on parle d'anticipation, on va penser systématiquement à intelligence artificielle. Donc ce qu'on appelle l'IA. Alors effectivement, aujourd'hui, il existe des outils qui vont nous permettre d'anticiper. On l'a vu avec les Jeux Olympiques, c'est quelque chose aujourd'hui qui est, on va dire, en termes de pratique, est naissant. Il faut encore que d'un point de vue législatif, on puisse utiliser les outils qui sont mis à notre disposition. Voilà, c'est là où on en est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Mais oui, il existe des outils pour anticiper. Merci Rémi. Messieurs, par rapport à ce que vient d'évoquer Rémi, est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pensez justement, l'intelligence artificielle pour anticiper? Oui, tout à fait. La vidéo intelligente, on va dire, hein, avec l'intelligence artificielle qui détecte les situations anormales. C'est ça. Alors ça, c'est très important parce que finalement, mettre des caméras partout, c'est bien. Enfin, il faut du monde derrière aussi pour voir ce qui se passe. Et avec l'intelligence artificielle, au moins, quand ça détecte automatiquement une situation anormale, on n'a pas besoin de multiplier les agents de surveillance de sécurité derrière les écrans. Un seul suffit à partir du moment où on lui signale la situation anormale. Et ça, c'est très intéressant. Effectivement, il y a l'expérimentation qui a été législative, qui a été réalisée pour les Jeux Olympiques. Exactement. Vous étiez impliqué ? Alors non, on n'était pas impliqués. Ça concernait essentiellement les... Oui, voilà, on a suivi, bien sûr. Ouais. Et oui, vous aimeriez, si un jour la loi le permet, effectivement, pouvoir être utilisateur. Alors pour l'instant, la loi ne le permet pas. On est d'accord, on est bien d'accord. C'est pour ça que j'ai dit si la loi le permet un jour. Damien. Oui, alors il y a une petite difficulté parce que les gens vivent, en fait. Les résidents, les patients sont chez eux. Et il y a... petite différence entre
une usine, par exemple, et j'étais auparavant directeur de la sûreté d'un groupe industriel, où on a une logique de sécuriser beaucoup de choses avec les moyens, et on est sur des lieux purement professionnels. Dans un établissement de santé, et encore plus, par exemple, dans des établissements comme les EHPAD, ce sont des lieux de vie où il y a une obligation de respecter la vie privée des gens, et donc on ne peut pas tout filmer dans des lieux qui sont très ouverts au public, donc on n'a pas les moyens non plus de filtrer tout le monde, de contrôler tout le monde, et j'avoue que pour un directeur sûreté qui arrive de l'industrie, qui est très familier des badges, des contrôles d'accès, des caméras, des systèmes de détection plus ou moins intelligents, plus ou moins autres, en fait c'est un vrai challenge. Ouais. Et c'est là que la solution technologique, elle est d'autant plus importante qu'elle doit être douce, je dirais, très proportionnée, placée au bon endroit, à juste mesure, pour respecter cet équilibre de vie, de liberté d'accès, de déplacement. Et cet équilibre subtil nous rend très intéressés par les avancées technologiques, en même temps que très vigilants sur tout ce qui est le droit des personnes. Donc c'est moins facile bien comme mesuré, approche, bien dosé, mais votre dosé. expertise vous permet de savoir effectivement jusqu'où vous pouvez aller pour aider en toute sérénité, quiétude et surtout en respectant la vie privée des Voilà. résidents. Et puis avec alors je ne dirais pas la frustration parce que ça serait pencher d'un côté, mais en tout cas se dire que toutes les technologies aujourd'hui disponibles ne peuvent pas être utilisées dans nos environnements. Et donc c'est aussi choisir être dans l'échange avec les professionnels pour leur expliquer les limites, pour qu'ils arrivent à trouver les outils qui nous permettront de sécuriser. Je vais juste prendre un exemple. Alors on n'est pas sur la sûreté, mais on est sur la sécurité, mais c'est pour dire aussi, chez Clarion, on est très mobilisé sur l'innovation et la recherche. Parce qu'on est persuadé que la technologie peut amener beaucoup de choses. Et on sait que l'un des sujets importants chez les personnes âgées, c'est le risque de la chute. Alors quand je dis âgé, c'est plus ou moins âgé, en plus ou moins bonne forme, personnel soignant. Et la chute peut avoir des conséquences très graves. Et quelqu'un qui, la nuit, se lève de son lit, dans sa chambre, surtout si c'est une chambre seule, et qui tombe, il peut passer la nuit dans des positions compliquées, et on peut découvrir le matin une situation un peu catastrophique. Mais on ne peut pas mettre de caméra dans les chambres. On doit respecter. Et donc, il y a des systèmes de technologie qui permettent de mettre en place un système un peu de radar, avec une analyse très fine, très puissante, je suis capable de faire des distinctions entre le déplacement d'une forme normale et un mouvement qui est une chute. Et là, la technologie, elle apporte vraiment des solutions extrêmement intéressantes, toujours dans cet équilibre. Voilà, c'est ça qui est aujourd'hui passionnant. On est dans un autre cas de figure, et c'est très intéressant ce que vous dites, Damien, parce qu'effectivement, en fonction du lieu dans lequel nous sommes, la technologie va être différente et on doit faire attention au contexte. Rémi, ce sont des choses qui vous parlent également, de trouver et de doser, et aussi de trouver d'autres technologies, d'apporter autre chose ? Oui, effectivement, on fait souvent référence dans le domaine de la sûreté à la caméra, mais il y a d'autres technologies qu'on va associer et qui permettent effectivement de dissocier certaines situations. Il faudrait juste rappeler aussi une chose, il existe des technologies aussi qui permettent de flouter, parce que c'est vrai que vis-à-vis des caméras et du respect de la vie privée, il y a certaines situations où on ne veut pas voir le visage des personnes qui ne sont pas concernées par une situation. Donc là aussi, la technologie peut s'adapter. Mais le respect de la vie privée, c'est effectivement extrêmement important. Le RGPD nous le contraint, on est bien d'accord. Et nous, c'est un petit peu la philosophie qu'on a chez nous. On veut que la technologie soit au service de l'humain. C'est ça. Et non pas contre l'humain. On est bien d'accord. Merci Rémi. Jean-Philippe, on retourne à Lille. Vous avez écouté les différents avis. Peut-être avez-vous un mot à ajouter sur ceci ? Je voulais apporter deux éclairages très complémentaires de tout ce qui a été dit avant et de toutes ces choses très intéressantes. Sur la partie technologie, je vois aussi l'intérêt de ces outils, un intérêt en termes de synergie qui permet, on le sait déjà, avec des outils qui sont dédiés à ces deux fonctions, de traiter et de la sûreté et de la sécurité incendie. On sait qu'il y a moyen maintenant de prévenir le risque de l'incendie. De coupler les deux, vous voulez dire, Jean-Philippe, en fait.
coupler à la fois la sécurité incendie et la sûreté malveillance. Ça, c'est la première chose, effectivement. Et la deuxième, c'est l'intérêt largement démontré de la vidéoprotection avec une couche d'intelligence artificielle pour la surveillance des espaces lacunaires, tous ces espaces vides, puisqu'une fois encore, et on le sait tous, les établissements de santé ont des situations extrêmement différentes. Si je prends le cas du CHU de Lille, il est réparti sur plus de 60 hectares avec finalement beaucoup plus d'espaces de parking que d'espaces de bâtiments. Et je pense que ces moyens qui pourraient se déployer et pour faire tous ces usages-là auraient aussi un avantage à une période où les ressources sont comptées. Alors non seulement les ressources financières, mais également les ressources humaines. Il y a une période où il est de plus en plus difficile de recruter et d'augmenter les effectifs comme on le voudrait. Même s'il faut garder des hommes dans la boucle, je pense que ces outils technologiques et cette intelligence artificielle qu'on appelle tous de nos voeux seront de véritables multiplicateurs de puissance sur nos implantations. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je crois qu'autour de la table, on est tous à peu près d'accord. Alors après, encore une fois, avec des usages, on a bien compris, hein, en fonction des lieux qui sont différents. Mais oui, effectivement, et Rémi ne peut, je pense, qu'abonder dans ce sens. On a parlé sécurité, on a parlé sûreté, malveillance, anticipation. J'aimerais, il y a Thomas Aubin qui nous écoute, qui est aussi à Lille. Et donc, je le disais tout à l'heure, en tant que RSSI du CHU de Lille, vous, Thomas, vous vous intéressez plus particulièrement à ce fameux programme CARE, hein, pour les établissements de santé. Pourriez-vous revenir en quelques mots sur ce programme avec ces 4 piliers importants ? Oui, alors effectivement, le programme CARE qui est issu des récentes attaques qui ont eu lieu dans les hôpitaux en France, hein, notamment celle de Corbeil-Essonnes en août 2022, qui a provoqué une réunion interministérielle entre le ministre de l'Intérieur, de la Santé et le ministre délégué au numérique, qui a produit effectivement le souhait de travailler autour d'un programme concourant à la sécurité numérique des établissements de santé, là où effectivement, depuis plus de 15 ans, on avait des programmes qui permettaient aux établissements de se numériser et d'installer de plus en plus de solutions numériques. Là, c'est le premier programme qui concourt exclusivement à la sécurité de la partie numérique des établissements de santé. Et donc, effectivement, un programme qui démarre là avec un premier arrêté, mais qui se base sur 4 piliers. Un pilier extrêmement important autour de la gouvernance et la résilience sur la sécurité des systèmes d'information. Un pilier très important aussi sur les ressources à consacrer et les possibilités de mutualisation. On le sait très bien, mais dans ces sujets-là, comme dans beaucoup d'autres, on est plus fort à plusieurs et donc il y a des efforts au niveau des groupements hospitaliers de territoire, au niveau des régions et au niveau national pour qu'on travaille tous ensemble sur ces sujets-là. Une grosse partie aussi, un gros pilier sur la sensibilisation, hein, parce qu'on peut mettre beaucoup de moyens, on peut mettre beaucoup de solutions en place, mais si derrière l'utilisateur clique malheureusement sur un mail en ne faisant pas très attention ou laisse son code écrit sur un clavier, à l'arrière d'un clavier ou sur un écran ou à l'arrière d'un dossier, et ben, tous les efforts seront vains. Et puis un 4e pilier qui est celui qui concourt là à la production du premier arrêté, c'est sur la sécurité opérationnelle. Et donc ce pilier-là est divisé en 5 domaines qui concourent à répondre aux 3 piliers autour de la sécurité informatique, qui sont la protection, la détection et la réaction. La protection et la détection avec la mise en place de systèmes de sécurité autour des grandes briques qui équipent les systèmes d'information, hein, l'annuaire informatique de l'établissement qui permet les connexions au poste de travail et au serveur, ce qu'on appelle l'Active Directory, la protection de tout ce qu'on expose sur Internet, par exemple, la sécurisation des accès qu'on ouvre vers l'extérieur pour les prestataires, pour les fournisseurs, pour les intermédiaires qui ont besoin d'agir sur nos systèmes depuis l'extérieur, bien entendu ce qui concourt à la protection des postes de travail et des serveurs. Et puis un pilier important aussi, un axe important sur l'identification des professionnels, s'assurer que les personnes qui se connectent au système sont bien les bonnes personnes attendues et qu'elles se connectent bien avec leurs droits et ne peuvent pas agir et nuire. Et puis il y a un aspect aussi important qui est la réaction avec
un domaine qui sera consacré fortement ce qu'on appelle le plan de continuité de reprise d'activité de l'établissement. Et donc, c'est concrètement, quand on a perdu son système d'information, eh ben, comment on continue à travailler. On le voit dans les différentes attaques qui ont eu lieu depuis 2019 et l'attaque du CHU de Rouen jusqu'à dernièrement, une attaque qui nous a frôlé au niveau du CHU de Lille, puisque c'était au sein de notre groupement hospitalier de territoire au centre hospitalier d'Armentières. On le sait, l'importance de la continuité, de la résilience de l'activité dans l'établissement est un enjeu capital, quand bien même le système d'information est indisponible. Merci beaucoup Thomas pour ces explications, ce qui nous permet effectivement de revoir ces différents points. Quand on préparait l'émission, vous réexpliquiez bien ce programme national. Vous disiez qu'il n'est pas obligatoire, mais en gros, il y a quand même des subventions. Je crois que pour les personnes qui écoutent aujourd'hui, si elles ne se sont pas encore mises au fait, il est important de le faire. Alors tout à fait, effectivement, c'est plusieurs dans le premier domaine, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont consacrés. Et voilà, c'est un programme pluriannuel, donc il devrait y avoir par vague effectivement des financements à décrocher. Alors, c'est jusqu'en 2026, c'est ça, hein? Tout à fait. Normalement, c'est la cible qui est prévue. Alors effectivement, ça n'est pas un programme obligatoire. Effectivement, c'est un programme dans lequel on s'engage, qui affiche des objectifs, et les fonds sont obtenus pour les établissements si les objectifs sont atteints. Néanmoins, c'est une possibilité offerte pour renforcer significativement son niveau de sécurité au niveau informatique. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que derrière ce programme CARE, on a un autre sujet qui arrive, qui est une directive européenne, voilà, la directive NIS en version 2, qui, elle, va nous contraindre à un certain nombre de sujets. Il faut savoir que le monde de la santé est particulièrement impacté par la directive NIS V2. Les établissements seront soit entités importantes ou entités essentielles, et donc elles auront un certain nombre d'obligations à respecter, et là avec un aspect coercitif, puisque un petit peu à l'équivalent du RGPD, des sanctions sont prévues pour les établissements qui ne respecteront pas les règles de la directive NIS V2. Donc effectivement, on est presque avec une incitation, on va dire, avec le programme CARE et la carotte pour vraiment faire la course en tête. Et puis derrière, il y aura la directive NIS V2 qui pourrait venir comme une forme de bâton pour les mauvais élèves de la classe. Merci beaucoup Thomas, on retiendra la carotte et le bâton. Il faut effectivement faire attention pour ne pas se faire battre. Et pour ne pas se faire battre, alors vous travaillez conjointement avec Jean-Philippe, hein, d'ailleurs qui nous avait dit il faut à tout prix que Thomas intervienne sur ce sujet. Vous travaillez main dans la main. Comment justement ça se passe? Est-ce que c'est important, essentiel de travailler conjointement, le directeur sécurité-sûreté et le RSSI dans un hôpital? Alors, oui, c'est essentiel parce qu'effectivement, le RSSI, c'est bien le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Effectivement, quand on raisonne hôpital, on raisonne a priori sur le système d'information hospitalier, celui qui permet de prendre en charge directement le patient, qui permet de faire des actes de laboratoire, d'imagerie, le dossier patient informatisé, des choses comme ça. Mais bien entendu, il y a d'autres systèmes d'information au sein d'un hôpital. La partie sécurité, sûreté en est un, la partie technique, bâtimentaire en est un autre, la partie recherche pour les établissements sur lesquels il y a de la recherche en est aussi un. Et effectivement, c'est l'ensemble de ces systèmes d'information qu'il est important de sécuriser parce que des impacts sur des attaques informatiques sur ces systèmes-là peuvent avoir un réel impact dans l'établissement. Sur la sûreté, on le disait tout à l'heure, hein, mais un système de caméra qui ne fonctionne plus, un système de contrôle d'accès bâtimentaire qui est défaillant, ça peut avoir des impacts directs sur voilà, une intrusion potentielle dans un établissement. Vous le disiez tout à l'heure, les enjeux de l'IA aussi sont très très forts et donc il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant sur le déploiement des systèmes d'IA dans les établissements. Donc oui, effectivement, le RSSI doit travailler avec l'ensemble des directions des établissements, dont effectivement la direction de la sécurité-sûreté. Merci beaucoup Thomas. Alors effectivement, dans un sens, oui, je pense qu'on vous rejoint totalement. Et puis peut-être dans l'autre sens, Jean-Philippe, parce que vous êtes, vous l'avez bien dit, hein, très en veille et sur tous les dispositifs, la technologie existante et qui arrive. Est-ce que vous vous considérez quelque part, à un moment donné, co-responsable, responsable s'il y a
des failles. Comment vous travaillez justement pour vous assurer que technologiquement, il y a une vraie robustesse des dispositifs? Alors, je confirme totalement ce que vient de dire Thomas également. Alors, je vais d'abord rentrer sur deux domaines complémentaires, hein. Avec Thomas, on travaille sur de très nombreux domaines, en gardant, je crois, tous les deux à l'esprit que même si l'essentiel du volet de la protection cyber demeure technique, et il le connaît, il le fait infiniment mieux que moi, il y aura également toujours un petit aspect physique, ne serait-ce que quand on s'intéresse à l'accès à certains locaux techniques qui, pour le coup, seront traités par des gens avec une casquette sûreté. Ça, c'est le premier point. Il y a également beaucoup d'autres domaines sur lesquels on travaille. Ça concernera sans doute un auditoire beaucoup moindre, mais des établissements hospitaliers sont également concernés par le dispositif de la sécurité des activités d'importance vitale, qui est un domaine sur lequel on est amené à travailler tous les deux. Alors ça, d'abord, c'est un constat. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble là-dessus, mais qui plus est, le dispositif de planification qui est lié à la sécurité des activités d'importance vitale est en train d'évoluer. Et les futurs plans qui seront demandés aux opérateurs auront un volet cyber autrement plus important que celui qu'on a actuellement ou celui qu'on trouve actuellement dans les instructions ministérielles. Voilà. Donc, notre coopération ne peut être qu'appelée à se renforcer. Ne va pas s'accroître. Oui, pardon Jean-Philippe. Alors après, maintenant, c'était un long préambule pour répondre à votre question. La co-responsabilité, alors évidemment, elle existe puisque lui et moi sommes des gens responsables, je l'espère. Il faudra peut-être, ou peut-être dans l'avenir, ne pourra-t-on pas faire l'économie d'une réflexion concernant une articulation mieux décrite. On sait que dans beaucoup de cas, notamment ceux qui traitent à la sécurité des activités d'importance vitale, il y a deux chaînes fonctionnelles qui animent ou l'officier de sécurité ou le RSSI, mais ces chaînes fonctionnelles ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, mais ça, on ouvre des... Et ça fera l'occasion d'un nouveau débat, je suis sûre, dans quelques mois. En tout cas, un grand merci Jean-Philippe. Grégoire, je pense que vous êtes dans le même... Ah, tout à fait, je partage tout à fait le point de vue de Jean-Philippe. Et puis, effectivement, il est essentiel de travailler avec la sécurité des systèmes d'information. Enfin, d'ailleurs, quel que soit le niveau du centre hospitalier, de l'établissement de santé, de toute façon, il y a une nécessaire dialogue, ouais. En tout cas de plus en plus, à coopération, etc. De plus en plus, oui, avec les responsables des systèmes d'information, les directions des services numériques, informatiques, etc., ouais. Et les directions sûreté-sécurité. Et ça va aller, vous êtes d'accord aussi, qu'en s'amplifiant, bien sûr. Je présume. Je ferai partie du débat, en tout cas, pour faire avancer les choses entre ce qu'a dit Jean-Philippe, là. Oui, tout à fait. On va y travailler. Damien ? Oui, alors il y a plusieurs organisations, effectivement, mais le regard que je porte et que j'ai toujours partagé avec le RSSI avec lequel je travaillais, c'est, je l'ai toujours dit, toi, tu es responsable de la sécurité des systèmes d'information, et moi, directeur sûreté, je suis responsable de l'information. Et je crois que cette approche croisée entre celui qui est sur la sécurité du système et celui qui est responsable, donc le contenant, et celui qui est responsable de l'information, donc du contenu, permet d'avoir des regards croisés et de se compléter et d'éviter les angles morts, parce que l'information, elle n'est pas que numérique, elle est très numérique aujourd'hui, mais pas que numérique. Et les systèmes d'information ne sont pas que des systèmes d'information, de sûreté, bien évidemment. Ouais. Et donc, je crois que cette complémentarité, elle fonctionne bien en parlant d'un côté de l'information, de l'autre côté des systèmes d'information.
Merci beaucoup pour cet ajout et votre vision, Damien. Rémi, alors je sais que chez Milestone, on parle beaucoup aussi robustesse des systèmes, on parle beaucoup l'ANIS V2, je vous ai vu hocher de la tête parce que vous la connaissez également par cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Comment vous l'exprimez, comment vous l'appréhendez au quotidien auprès de vos clients? Alors, c'est pas seulement que ça nous tienne à cœur, c'est qu'on est véritablement concerné par ça. On parlait de l'information et du système d'information. Nous, on reçoit les données, on les stocke et on les retransmet. Donc, on est concerné par ces deux environnements-là. Donc, pour nous, c'est extrêmement important, d'autant plus qu'on intègre des technologies tierces qu'il faut aussi pouvoir maîtriser et contrôler. Donc, tout ce qui est effectivement cybersécurité nous a amené à revoir notre façon de développer notre logiciel, notamment quand auparavant on développait des fonctionnalités, on testait après coup d'un point de vue cyber. Aujourd'hui, on teste d'abord l'aspect cyber et ensuite, on vérifie si la fonctionnalité fonctionne. Donc ça, effectivement, c'est un topic qui nous concerne énormément. Merci beaucoup, Rémi. Thomas, en tant que RSSI, il vous arrive de faire des rendez-vous conjoints avec les directeurs sécurité sûreté qui reçoivent, bon, alors en l'occurrence c'est Jean-Philippe, je dis ça, mais est-ce que du coup vous êtes associés parfois ou comment ça se passe? Alors, tout à fait, oui, non, tout à fait, comme indiqué tout à l'heure par Jean-Philippe, on a un certain nombre de sujets traités conjointement, effectivement, pour concourir à la sécurité, sûreté de l'ensemble de l'établissement. Et donc, oui, des réunions communes, il y en a un certain nombre et qui s'adressent effectivement à l'ensemble des directions du CHU de Lille. Oui. Excusez-moi Thomas, je voulais dire, quand il y a des prestataires qui viennent, est-ce que du coup vous conseillez, vous préconisez, vous êtes aussi, pas conseiller, mais je veux dire, est-ce que vous avez un regard, un œil attentif, est-ce que vous apportez une contribution? Alors oui, effectivement, alors les prestataires, quand ils viennent sur site, effectivement, là c'est du rôle de la sûreté, d'assurer effectivement que le prestataire intervient au bon endroit et qu'effectivement son intervention est encadrée. Par contre, effectivement, quand c'est de l'intervention à distance, on s'assure qu'il emprunte des chemins sécurisés aussi, mais des chemins informatiques sécurisés pour qu'il puisse faire son intervention à distance. Et on se garantit que l'interlocuteur qui se connecte, c'est le bon interlocuteur, qu'il fait la bonne action et que derrière, on ait bien un compte rendu qui nous permettent de retracer les actions effectuées. Donc oui, effectivement, là aussi, il y a un parallèle entre l'intervention sur site, entre guillemets, et l'intervention distancielle des prestataires. Merci beaucoup Thomas, parce qu'on voit bien, excusez-moi, parce que bien évidemment, alors on sait que c'est le directeur sûreté qui va choisir, qui va recevoir, mais c'est important aussi de montrer, ce que je voulais montrer, c'est ce type de coopération qui peut aller, enfin voilà, vous travaillez main dans la main, d'après ce que j'ai compris. Vous êtes vraiment complémentaires. Tout à fait. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau et à Lille également pour nous avoir expliqué, exprimé comment vous réalisiez au quotidien cette sécurité, cette sûreté des professionnels de santé, de vos établissements de santé. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur ANews Sécurité et à très bientôt pour une nouvelle émission.